Bienvenue, merci d'être venu à cette petite présentation. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Fabien Fournery, je suis enseignant dans le secondaire au lycée de Maïna, donc lycée professionnel, et j'enseigne l'informatique niveau bac pro et BTS. Je suis comme on dit, un enseignant sur le tard. J'ai commencé en 2018. Avant, j'étais dans le privé. J'étais chef de projet en informatique, en électronique. Et après, j'ai eu l'occasion, depuis 2013, en Polynésie, même de créer plusieurs entreprises, un petit peu entrepreneur dans l'âme. Et puis après, ça a été vraiment une révélation de vouloir partager mes connaissances et mes compétences en informatique auprès de nos élèves. Aujourd'hui, je vous ai proposé ce thème-là parce que je pense que c'est une réelle problématique qu'on rencontre tous. Et justement, je souhaitais vous faire partager un petit peu mon expérience. Je ne vais pas vous donner forcément peut-être un petit peu des trucs et astuces, mais c'est surtout, je vais essayer de vous présenter une méthodologie, peut-être, à voir, qui soit adaptée au plus grand nombre d'entre vous. Juste un petit sondage, j'aimerais savoir s'il y en a qui sont du premier degré. D'accord. Et les autres, second degré. Et est-ce qu'il y a des néo-titulaires? D'accord. Bon, alors je vais essayer d'adapter un petit peu, parce que c'est vrai que j'avais des exemples qui sont plus second degré, premier degré. Mais hier soir, j'ai eu l'occasion de rencontrer une enseignante du premier degré qui est enceinte et qui m'a fait part justement de sa problématique, et où elle est un petit peu, pas en panique, mais de se dire comment je vais faire pour pouvoir garder la même qualité dans mes enseignements, tout en élevant mon bébé qui va me prendre beaucoup de temps. Donc je ne veux pas négliger ni l'un ni l'autre. Et c'est là qu'en fait, on va voir que la gestion du temps, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc la première chose, en fait, c'est pour gagner du temps, c'est déjà surtout ne pas en perdre. On se rend compte que le numérique, qu'importe la discipline, que ce soit premier ou second degré, on est tous à l'utiliser et on peut faire plein de choses avec, et on peut surtout perdre beaucoup de temps. Ne serait-ce que par exemple avec nos smartphones, ça nous happe et tout de suite on perd la notion du temps. Donc l'objectif est vraiment de surtout ne pas en perdre, d'en gagner et de définir des tâches en fait qui vont nous permettre d'optimiser justement notre utilisation du numérique. Donc alors j'ai fait une petit PowerPoint, c'est juste un peu pour faire le fil. Pourquoi il ne veut pas... Voilà, j'étais pas sur la bonne. Donc en fait, je partais du principe de faire un petit peu l'analogie avec la roue. La roue qui est un outil, comme le numérique, que en fait, on réinvente pas la roue, comme on dit, on l'utilise. Et je trouve que l'analogie, elle est pas mal dans le sens où, en fait, grâce au véhicule, on peut se déplacer donc plus rapidement, c'est moins éprouvant, mais aussi si on l'utilise mal, finalement notre objectif qui est d'arriver à bon port et le plus rapidement possible, on peut perdre du temps si on part sur des mauvais chemins, ou si on utilise mal la voiture, excès de vitesse, enfin on peut avoir des accidents ou autre. Donc je trouve que l'analogie elle est pas mal, surtout sur le fait que le numérique existe depuis longtemps et l'objectif c'est de l'utiliser à bon escient. Donc dans les enseignements, aujourd'hui, le numérique, c'est indispensable qu'on soit au premier ou au second degré. J'ai envie de dire surtout au second degré, parce qu'on a des outils qui sont imposés, que ce soit dans le privé ou dans le public, sur la gestion des élèves. Alors premier degré, je connais un petit peu moins. Je pense que est-ce que la gestion de la classe se fait via l'outil numérique? Oui, l'appel ou... Voilà. D'accord. Et ça, c'est dans la pédagogie de l'élève. Je parle dans le suivi de classe, en fait. Est-ce qu'au niveau, vous avez des outils un petit peu, c'est-à-dire que ce soit au collège, au lycée, souvent il y a l'outil Pronote, qui est un outil qui permet de faire l'appel, et c'est un outil qui est imposé. Donc, Pronote dans le privé, c'est une autre application, mais qui fait la même chose. Et donc là, qu'on soit enseignant en EPS ou en informatique, j'ai envie de dire, on est obligé d'utiliser cet outil.
Et alors, cet outil peut faire plein de choses, puisqu'il y a le suivi, donc il y a l'appel, mais il y a aussi le cahier de texte, maintenant qui est numérique, et donc il y a toute la partie aussi de notation, donc le suivi des apprentissages, et toutes ces choses-là. On peut en faire une utilisation minimaliste, et de dire, bon, bah, on m'impose de faire l'appel, je fais que l'appel avec, et je m'arrête là. Et en fait, l'approche va être une approche un petit peu réfractaire en disant que finalement, je ne veux pas perdre du temps avec le numérique parce que je suis conscient que ça peut me faire perdre du temps, donc je ne vais pas l'utiliser. Et c'est un petit peu contre ça qu'il faut, entre guillemets, se battre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des études qui montrent que même en enseignement sportif, des professeurs qui sont mis au numérique gagnent beaucoup de temps en utilisant le numérique dans leurs apprentissages, en fait, qui est pourtant des apprentissages qui sont à faire en extérieur et physique et sportif. Alors, je vais revenir en arrière. Alors c'est ma première fois devant des pairs, donc je ne suis pas un expert des conférences ou des présentations. Alors là, on était déjà dessus, contexte en jeu. Voilà, donc comme je présentais, les outils, alors on a Pronote, on a un autre outil aussi qui peut être très chronophage, le mail, puisque des mails on reçoit, alors c'est un outil de communication qu'on va avoir avec les collègues, qu'on va avoir avec l'administration, notre hiérarchie, qu'on va avoir avec les familles. Et donc là aussi, c'est un outil qu'on est obligé d'utiliser. Et je trouve que le mail, en fait, c'est assez typique, c'est-à-dire qu'on est obligé de l'utiliser, mais en fait, on peut l'utiliser quand on veut. Le mail, on n'est pas obligé, on reçoit un mail de répondre tout de suite. On peut répondre dans 3 semaines si on veut, et on peut le faire à 11h du soir, et c'est bien là le problème. C'est-à-dire que si on ne définit pas un créneau, pour se dire par jour, par semaine, on va le voir par la suite, pour l'utilisation, la réponse au mail, en fait, on peut le faire à n'importe quel moment, quand on a 2 minutes ou autre, et c'est là où en fait on va perdre du temps. Parce qu'on se dit, bon là, j'ai 2 minutes, tiens, je viens de recevoir un mail, je vais répondre tout de suite. Si la réponse est simple, éventuellement. Mais si après on doit structurer notre réponse, et que par exemple on se dit, bon j'ai 5 minutes, je vais répondre au mail. Et finalement, la réponse prend plus de temps, donc on est obligé de s'interrompre. Donc on aura passé 5 minutes, on va devoir revenir dessus et se remettre dedans. Et au final, pour une réponse qui aurait pris 10 minutes, on va y passer le double du temps parce qu'on va du coup scinder cette tâche en plusieurs fois. Alors que si on regroupe et que l'on anticipe, l'objectif, il est vraiment là, de se dire, bon, on essaie de définir un temps. Après, chacun s'organise, pas besoin que ce soit fixe chaque jour, chaque semaine, mais de dire, je vais définir un temps où je vais consulter mes mails, répondre aux mails. Alors, pour définir ce temps, cette tâche, ce qui est important, c'est d'essayer de trouver le moment le plus opportun pour vous, mais aussi pour vos interlocuteurs. Si je prends l'exemple d'une réponse aux familles ou même à l'administration, si vous répondez à 11h du soir, vous savez forcément que vous n'aurez pas la réponse avant le lendemain. Donc si c'est une information qui est attendue aussi à personne, elle se dit, j'ai passé toute la journée à attendre la réponse et j'ai pas ma réponse. C'est pour ça que, après, moi je conseille, par rapport à mon expérience dans le professionnel, dans le privé, pardon, c'est souvent dans le privé, quand on arrive, un ingénieur ou une personne qui arrive au bureau, première chose qu'il fait, c'est il regarde ses mails. Et il va commencer par traiter ses mails. Il ne va pas forcément répondre tout de suite à tous ses mails, parce qu'il n'a pas forcément toutes les réponses. Et l'objectif, c'est pas d'y passer 2 heures. Il va traiter, il va en fait filtrer. Il va se dire, bon, il y a des mails où je peux répondre tout de suite en 30 secondes, donner la réponse qui est attendue. Si je reprends par exemple pour un enseignant, on arrive le matin et on a un message d'une famille qui informe par exemple son enfant ne pourra pas venir parce qu'il est malade ou autre. Donc cette information, c'est bien tout de suite en prendre connaissance dès le matin, et puis surtout de faire un retour rapide à la famille en montrant qu'on a pris connaissance. Là, ça prend 2 secondes et on fait le matin. Si on se dit, bon, je ferai quand j'aurai le temps et qu'on regarde que au milieu de la journée, par exemple, bon, pendant une demi-journée, on s'est demandé, bon, l'élève est absent, on ne sait pas trop pourquoi. Vous voyez un petit peu l'exemple. Donc c'est pour cette organisation-là, sur l'utilisation du mail. Après, on va voir, donc essayer de définir, moi je propose, c'est de faire un filtrage le matin et de se dire, voilà, après ceux qui peuvent attendre la fin de journée, faire une réponse plutôt en fin de journée. Après, chacun est libre de faire
comme il veut. Il y a un autre outil, alors après, l'ENT, Arena, tout ça, ce sont en premier degré. Vous utilisez l'ENT aussi? Dans le premier degré? Oui? Voilà. Alors l'ENT, moi je sais que j'ai été aussi référent numérique dans d'autres établissements et globalement c'est quelque chose qui est assez mal perçu par l'ensemble des collègues parce que on nous impose encore quelque chose. Là aujourd'hui on est obligé de passer par Nati, ne serait-ce que pour aller voir, d'aller sur Arena, ou son mail ou autre. Donc on se dit là on perd du temps, ça nous fait perdre du temps des clics, on va dire. Et ça je le conçois très bien. Après, malheureusement, on n'a pas le choix. Ce qu'il faut voir, c'est que l'ENT, c'est aussi un peu comme une anticipation de notre veille technologique. C'est-à-dire que des experts ont fait pour nous, en fait, le tri un petit peu sur des applications pédagogiques qui pourraient nous être utiles. Et là, je vais aller sur un autre point, celui de la veille technologique, qui est très important et qui, en fait, qui peut être très chronophage. Quand on veut aller voir, surtout avec l'IA par exemple, si aujourd'hui on veut intégrer l'IA dans nos pratiques, il va falloir aller voir les différentes IA et passer beaucoup de temps dessus, ça peut être très chronophage. L'ENT, il faut se dire qu'il y a des personnes des cohortes qui sont penchées dessus et qui ont fait une sélection d'outils pédagogiques adaptés, RGPD plus ou moins. Et alors c'est loin d'être les meilleurs outils parce que souvent ils sont gratuits. Faut savoir que voilà, un outil payant, derrière il y a une équipe qui va pouvoir le maintenir et faire qu'il sera plus forcément plus pertinent pour répondre à certains de nos besoins. Mais je pense que se pencher un petit peu sur les outils, de voir ce qu'il y a, pas forcément dire par exemple si je prends l'exemple de la carte mentale, de dire je vais utiliser la carte mentale qui est sur l'ENT, moi j'ai un autre outil de carte mentale que je maîtrise mieux. Il n'y a pas de souci, mais si une personne veut passer à l'utilisation de la carte mentale, je pense que la première approche, au lieu de partir sur Internet et de perdre du temps, c'est d'aller voir cet outil et de se dire ce qui peut correspondre à mes besoins. Et ça va nous permettre de définir vraiment nos besoins. De dire je peux faire ça, est-ce que ça me suffit? Non, j'ai besoin de plus. Et là, on va pouvoir aller, les recherches en fait, vont être plus précises et plus orientées. Donc on va du coup gagner du temps. C'est une façon de gagner du temps. Et puis après, je peux vous montrer des exemples sur l'utilisation de cet outil, par exemple. Moi, j'ai testé cette année, en fait, de faire ma progression avec une classe via cet outil. Donc j'ai créé ma carte mentale, alors sous forme de semestre, si vous voulez, je peux vous faire le projeter. Et après, donc, j'ai scindé par semaine et par activité, et j'ai créé des liens directement vers des ressources, alors soit en ligne, soit des ressources que j'ai déposées sur l'ENT qui sont partagées avec les élèves. Et quand je partage cette carte mentale avec les élèves, ils peuvent y avoir accès à distance. Donc déjà l'avantage, au lycée, ils ont souvent un téléphone, donc ils peuvent se connecter et aller voir, ils ont manqué un cours ou autre, et en 2 clics, ils ont accès au support. Et puis pour moi, ça me permet aussi de regrouper un petit peu et de structurer, pour mes collègues aussi, un petit peu ce que je fais. Vous voulez que je vous présente un petit peu? J'avais ouvert, je m'étais connecté à l'ENT. Ou je présenterai après peut-être, je continue là-dessus. Donc, comme je disais, voilà, c'est quelque chose qui est puissant parce qu'il y a plein de choses. On va pouvoir faire des exercices. On va aussi avoir une base de données. Vous verrez par exemple sur Elea ou autre, où il y a déjà les choses. Il faut se dire que ce que l'on fait, on n'est pas les seuls à le faire. Donc, d'autres l'ont fait avant nous et l'ont peut-être aussi partagé. Et c'est peut-être déjà accessible en ligne. Donc, avant de se dire je veux aborder telle notion, je veux reprendre cette notion, je pense que c'est important d'aller regarder un petit peu ce qui existe. Alors, soit on se dit, je vais sur Google et je vais chercher sur Google, et là, je peux me perdre très rapidement. Soit je vais passer via l'ENT et Elea, où là, je vais avoir des ressources qui vont déjà identifier clairement par cycle.
Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je voulais au fur et à mesure vous présenter. Voilà. Donc, je vais revenir. Eléa. Donc, sur le NT, alors, on peut revenir sur le NT directement. Voilà, moi j'ai mon ENT, alors il se présente comme ça. Alors, après, on peut le modeler. Je ne vais pas vous faire un cours sur le NT. Moi, les choses que j'ai mis en raccourci ici, ce que j'utilise le plus. Ce qui n'est pas dans le NT, ça, je trouve que c'est très pratique. Lien utile, en 2 secondes, je me rajoute quelque chose que j'utilise tous les jours. Je fais un nouveau lien, je mets mon nouveau lien vers le nouveau site ou la nouvelle application. Et il vient apparaître ici, se rajouter en fait dans le NT. Donc, ce qui fait que, vu que je suis obligé de l'utiliser, dès que j'arrive au lycée, je me connecte à l'ENT et en fait, j'ai accès à toutes mes ressources. Donc, voilà, je vais revenir d'ici. Eléa, si on vient sur réseau des concepteurs, et là, on va voir que ce soit donc premier degré, second degré, par cycle ou autre, on a déjà beaucoup de, si je prends cycle 3 par exemple, et il y a énormément déjà d'activités qui sont faites. Alors on peut les tester et on va pouvoir aussi les dupliquer. Et là, on est déjà un petit peu dans la veille, c'est-à-dire qu'on va vers quelque chose qu'au départ, on n'avait pas forcément prévu de faire. Je ne sais pas, telle notion, jouer une notion avec, j'ai vu GeoGebra, voilà. Par exemple, on n'avait pas forcément de voir cette notion avec cette application-là. On va aller voir dessus et on peut se la dupliquer, c'est-à-dire la récupérer et après la modifier comme l'on veut. Et le gros avantage de cet espace-là, avec Eléa, c'est qu'on va avoir aussi le suivi. C'est-à-dire qu'on va inscrire une cohorte d'élèves et on va pouvoir faire le suivi de ce qui a été fait, voir où ils en sont. Ils vont travailler avec beaucoup plus d'autonomie. L'autonomie, c'est aussi un grand mot qui permet de gagner beaucoup de temps. Donner de l'autonomie à nos apprentissages et à nos élèves, on va le voir aussi, c'est ce qui permet aussi de gagner beaucoup de temps, de se libérer du temps. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, parce que là, par exemple, je reviens sur ce que je vous ai dit, carte mentale, un exemple de carte mentale avec Manmap. Donc, j'ai créé ma carte, là, les blocs d'enseignement, j'ai fait là, par exemple, par semestre, et premier semestre, je vais découper, alors, hop, ça ouvre tout d'un coup, mais après chaque période, les notions, et puis je viens sur le cours, et après, j'ai par exemple un lien qui m'envoie directement vers l'espace sur le NT. Donc, donc après, si vous voulez organiser par carte mentale, alors là, je l'ai fait par période, c'est-à-dire que c'est vraiment, parce que bon, au lycée, période, semaine, ou autre. Après, ça peut être par notion, ça peut être de la façon dont vous voulez, et là, directement, je suis sur mon dossier partagé et je vais avoir mon document, donc un document PDF, que je peux avoir, télécharger ou autre, j'ai ma ressource en direct. Le gros avantage de ça, c'est que je peux également, quand je suis sous Pronote, je vais revenir sur Pronote, si je prends les semaines passées, alors, voilà, bon, un cahier de texte. Voilà, le gros avantage aussi, alors le cahier de texte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir... moi, ce que je fais, je vais vous présenter en fait ma méthodologie, c'est-à-dire que je fais l'appel, j'ai anticipé un petit peu, c'est-à-dire que le cours que j'ai prévu, au lieu de l'avoir sur feuille ou autre, et puis de devoir passer à la photocopieuse, perdre du temps ou autre, je le prends directement, je fais du copier-coller, je le mets dans mon cahier de texte,
Et j'ai mes documents qui sont directement en lien. Alors, soit je les ajoute à partir de Pronote, soit c'est un lien vers le NT. L'avantage, c'est que les élèves, donc je leur présente directement je leur projette directement Pronote. Ils vont l'utiliser différemment aussi. Je vois qu'avec le temps, au début, les élèves, ils utilisent Pronote que pour voir les profs absents. Et le menu de la cantine éventuellement. Et là, en fait, ça devient vraiment un outil pédagogique. C'est-à-dire qu'ils vont voir leurs cours. Le fait que je fasse comme ça, ils sont obligés de passer par là pour voir le cours. S'ils ont été absents les semaines précédentes, eh ben, ils peuvent voir aussi, et ils vont développer le réflexe de dire « Ah, j'ai juste à cliquer sur la semaine précédente pour voir ce qui a été fait. » Et si il était absent, je n'ai pas besoin de dire « Tu n'étais pas là, il faut que je te redonne la feuille, il faut que j'aille chercher. » Il a juste à aller voir le cours précédent et la semaine précédente, et il clique, et il va avoir accès aux documents ou aux activités qui vont être mises en ligne. Pourquoi là ça c'est tout éteint. C'est la télé qui s'est éteinte là? Non, c'est le réseau. Ah. Des fois, ça se... D'accord. Voilà. Hop. Donc voilà un petit peu des exemples. Alors après sur Pronote, on peut continuer par, si je fais le déroulement d'une séance, donc je revois un petit peu les notions, et je peux aussi mettre un lien par exemple vers un QCM. Moi j'utilise de plus en plus les QCM. Alors je sais qu'on est tous, enfin je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais à la base j'étais très réfractaire avec les QCM parce que j'avais mauvais souvenir des QCM sur les bancs de la fac, des dizaines de questions, et que le seul but c'était, il fallait avoir au moins la moyenne, sinon c'était, voilà, donc c'était avec une pression énorme. Aujourd'hui, moi j'utilise cet outil vraiment à tous les niveaux. Toutes les évaluations peuvent être faites avec le QCM, et même, j'ai envie de dire, ça peut être aussi évaluation de connaissances en échange sur les notions que les élèves ont déjà avant même le cours. C'est-à-dire que faire ce que j'appelle, alors là j'ai perdu le mot, il me revient. Alors c'est un peu sur la classe inversée, mais c'est en fait c'est une démarche d'investigation. Voilà, ça me revient. Je leur demande. En fait, la démarche d'investigation, c'est-à-dire ce que j'aime bien faire, c'est que je leur dis voilà, la semaine prochaine, on va voir, je ne sais pas, par exemple, le RGPD. Donc, je vous laisse voir, d'en parler, d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce que le RGPD, je ne vous en dis pas plus. Après, chacun à leur niveau vont soit rien faire, soit aller chercher quelque chose, et puis en parler autour d'eux, ça leur permet aussi d'initier des échanges dans la famille. Et quand ils arrivent, je vais leur poser un petit QCM comme ça, et sur les termes ou autres, mais sans avoir fait aucun apprentissage sur cette notion. Et ça va me permettre aussi un petit peu de voir voilà, ce que ça représente pour eux. On peut le faire aussi à l'oral, et ça permet aussi de faire un feedback. Moi, ce que je trouve génial avec les QCM d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut faire un QCM. Alors, pour l'évaluation sommative, c'est très bien parce qu'on peut le faire avec des questions, les réponses mélangées, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se copier l'un sur l'autre. La réponse A à la question, pour l'un, c'est la réponse B. La bonne réponse, c'est la réponse B pour le suivant. Donc, ils ne peuvent pas recopier les réponses comme ça. Les questions aussi sont mélangées. Et de suite, on a un feedback avec, ça nous sort la note. Donc, pour l'évaluation sommative, c'est quand même pas mal. Je ne dis pas qu'il faut faire toutes les évaluations comme ça, hein, attention. Pour juste l'évaluation formative, c'est là où je trouve que c'est le plus intéressant. C'est-à-dire qu'on va aborder une notion et tout de suite un petit QCM de 5 questions. Donc c'est-à-dire qu'il y a 5 ou 10 questions maximum. Et là, on va voir tout de suite ce qui était compris, pas compris. Alors ça peut être suite à une vidéo, soit suite à une présentation orale, suite à des exercices. Et même dans les questions, ils peuvent refaire les questions plusieurs fois. Ils se sont trompés. Et ils peuvent avoir, on peut mettre un commentaire sur la bonne réponse. Ou pourquoi ils se sont trompés. Et on a une trace aussi sur les échecs globaux de la classe. Par exemple, sur la question 3, tout le monde
a répondu faux. Donc moi, pour faire mon feedback aussi, c'est un outil fabuleux, parce que au lieu d'interroger à l'oral, où à l'oral, bon, lui c'est pas répondre, lui c'est pas répondre, je perds beaucoup de temps en fait dans mes apprentissages. Alors je dis pas que je fais plus d'interrogation à l'oral, mais l'interrogation à l'oral, elle est plus, j'utilise plus un petit peu comme réveil d'esprit. Quand je sens qu'il y en a un qui est en train de se perdre un petit peu, c'est là où je vais l'interroger pour voilà, le remettre un petit peu dedans. Beaucoup plus que pour évaluer la compréhension des notions que l'on a abordées. Et puis pour le suivi aussi, c'est intéressant. Moi, je le fais aussi même sur l'auto-évaluation. Je sais qu'alors l'auto-évaluation, je suis encore sur papier. Je leur demande beaucoup l'auto-évaluation parce que ça les aide aussi à se positionner. En fin de séance, voilà, quelle était mon implication. Et de même, ils sont assez honnêtes très rapidement. Alors il y en a des fois qui cochent, ils voient qu'en fait ils n'ont aucun intérêt à cocher, ils ont été parfaits partout. Et le seul inconvénient du papier, c'est que derrière, pour moi, ça me refait un travail supplémentaire où je dois ressaisir tout ça pour évaluer pour avoir en fait une synthèse de voilà telle séance, les résultats de l'auto-évaluation. Je le fais en QCM. J'ai mon tableau qui est fait de suite. Donc ça me fait gagner beaucoup de temps. Ça me fait gagner aussi du temps sur des notions, par exemple sur le cours, si je parle, alors je vais partir par exemple sur la première partie, ils ne vont pas aller tous à la même vitesse. Donc lorsque je vais avoir un élève qui va me faire après son QCM, parce qu'il aura terminé, il sera allé plus vite, je vais voir instantanément les résultats, et s'il y a quelque chose qu'il a mal compris, je vais pouvoir individuellement aller le voir, pendant que les autres sont en train de continuer leur activité, et lui poser des questions, et lui dire voilà, alors là tu t'es trompé sur cette question-là, essayer de voir pourquoi il s'est trompé, qu'est-ce qu'il a mal compris. Ça me permet vraiment de faire de la remédiation individualisée. Et ça me libère aussi du temps pour, des fois, ça m'arrive, quand sur certaines activités, pour glisser le petit temps, comme je vous expliquais tout à l'heure, de répondre aux mails. Je sais que j'ai vu mes mails avant, j'ai dit bon là il y a un mail, bon il faudrait que je réponde d'ici la fin de la matinée, mais je voudrais y passer quand même 5 minutes pour faire une bonne réponse. Et c'est quelque chose que je peux glisser à ce moment-là. Et toute cette organisation-là, en fait, ça peut paraître énorme comme ça, à mettre en place, mais il faut le faire petit à petit. Et après, c'est un petit peu comme le sport. Quand on veut faire du sport, si on n'y va pas régulièrement, on va oublier d'y aller. Ou à la danse, ou à la musique, on dit « Ah, j'aimerais bien me mettre à la danse. » Bon, c'est le mercredi. Quand on n'a pas l'habitude, on va prévoir autre chose. « Ah là, je ne pourrais pas. » Quand on a vraiment pris l'habitude, ça devient nécessaire. Et là, on n'a même plus besoin d'aller regarder le planning. On sait que le mercredi, on a telle activité et on ne va rien prévoir d'autre. Et on ne sera pas en retard, on aura bien anticipé, ça sera bien organisé. On le fait pour beaucoup de choses, on le fait pour le sport, on le fait aussi pour la préparation du matin. Je sais que le matin, on ne met pas tous le même temps pour se préparer, et ça se comprend aisément. Mais tout le monde sait à peu près combien de temps il lui faut pour se préparer. Et justement, et en fonction de ça, on va adapter notre heure de réveil. Et on va glisser peut-être des activités qu'on va pouvoir faire avant. Donc finalement, cette organisation, on le fait pour notre vie de tous les jours, pour les repas, pour les courses ou autres. Et on ne le fait pas par contre pour tout ce qui est de notre travail en fait. Pourquoi ? Parce que ce sont tout un tas de petites tâches et qui arrivent toujours, qui viennent se rajouter les unes aux autres. Et c'est là où on est débordé. Donc si on peut planifier toutes celles qui peuvent l'être, ça va nous alléger et nous enlever cette charge mentale de travail. Je voulais revenir sur la présentation. Ça m'a ouvert plein de fenêtres. Voilà. Donc, comme je disais, voilà, l'objectif c'est de gagner du temps et de ne pas en perdre. Donc,
la méthode, enfin, voilà ce que je vous propose en tant que chef de projet dans le privé, en fait, j'ai envie de dire, quand on a un projet, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Gagner de l'argent, le temps, c'est de l'argent, donc gagner du temps. Gagner du temps et avec sur une évolution de projet, avec des choses qui vont venir se greffer dessus, qu'on ne peut pas prévoir ou anticiper. Et par contre, on va gagner du temps en essayant d'anticiper un maximum, de définir des tâches, de se répartir des tâches et d'essayer de les positionner au moment le plus opportun. Alors des fois, on n'a pas le choix, puisque il y a ce qu'on appelle le fil conducteur, hein, il y a des tâches qui doivent être terminées pour pouvoir commencer la suivante. Et c'est en fait, c'est cette méthodologie-là que je veux vous proposer. Bon, ça, c'est ce que je vous ai présenté directement sur Pronote, hein, prendre l'appel, basculer dans Pronote le contenu, faire des liens. Honnêtement, moi j'ai vu quand c'était, alors j'ai fait distribuer par les élèves aussi les supports de cours quand c'est papier. Le fait de plus aller à la photocopieuse, bon, enfin plus y aller très rarement, de distribuer les feuilles, de voir les feuilles qui restent, qui manquent ou autre, ramasser les feuilles, derrière corriger aussi, parce que sur la correction c'est quelque chose qui prend aussi beaucoup de temps. Et quand on fait la correction, on y passe beaucoup de temps. On va avoir une note et en fait on n'a pas de feedback, on n'a pas de trace de finalement, on a juste une note et on ne sait pas quelle partie a été réussie ou pas. Alors qu'avec les évaluations en ligne, là on a un suivi vraiment de partie par partie. Si on veut évaluer telle compétence et telle compétence sur un devoir, on a vraiment le suivi qui est beaucoup plus personnalisé. Donc la première chose que je vous propose, voilà, c'est d'identifier les tâches. La première chose à faire, c'est vraiment d'identifier quelles sont ces tâches. Parce qu'on en a conscient, il y en a plein, mais on n'a jamais pris le temps, enfin personnellement, moi avant, j'ai jamais pris le temps de dire, voilà, quelles sont toutes ces tâches-là. Donc ce que je vous propose, c'est rapidement de faire un petit peu dans votre tête, juste de dire, voilà, quelles sont les tâches quotidiennes qu'on doit faire systématiquement, tous les jours, dans nos pratiques, dans nos enseignements. Donc c'est juste comme ça, vous les comptabilisez sur les doigts de la main, d'une main ou de deux mains, et de me dire à peu près, j'aimerais savoir à peu près comme ça pour vous, quel est ce nombre de tâches. Rapidement, il n'y a pas... Voilà, on arrive très vite à 10, c'est là qu'on se rend compte que voilà, on arrive très vite à 10. Et est-ce qu'il y en a alors, est-ce qu'il y en a qui sont arrivés à 20? Non. Ça dépend comment on prend en charge. On peut catégoriser les types de tâches, lecture, production. Voilà, il peut y avoir, alors, on peut même les catégoriser, et c'est très important ce que tu dis, on va les catégoriser, parce que ces tâches-là, effectivement, dedans, on a des tâches qui sont administratives, c'est celles qui nous embêtent le plus d'ailleurs, on a des tâches pédagogiques, parce que celles-ci, les notions qu'on va répéter, parce que c'est vraiment la pédagogie, et puis après, on va avoir aussi des tâches événementielles, c'est-à-dire que ce sont des tâches qui arrivent tous les jours, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Je prends l'exemple d'un élève qui se sent mal en classe, alors je ne vais pas dire que ça arrive tous les jours, mais c'est quelque chose qui peut se produire, et que si on ne l'a pas anticipé, ça peut perturber. Suivant où on en est dans notre enseignement ou autre, ça peut perturber parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'un élève fasse un malaise ou autre. Déjà, alors, ou si l'élève il se sent pas bien, est-ce que s'il fait du cinéma ou autre. Donc il y a toute une démarche d'investigation de notre part à faire pour cette tâche, et tout de suite ça peut nous prendre du temps, nous faire perdre 5 minutes. Alors que si on identifie cette tâche-là comme une tâche qui peut arriver, on va définir un protocole de dire voilà, si ça arrive, qu'est-ce que je vais faire en premier lieu pour optimiser mon temps, gagner du temps. Donc ça peut être tout de suite, je ne sais pas, qu'est-ce que vous me proposez, vous, comment vous réagissez quand vous êtes face à cette problématique-là?
élève qui fait un malaise. Alors, un malaise ou qui se sent pas bien. On voit que l'élève, il n'arrive pas à suivre le cours correctement ou faire son activité. Alors, ça peut être bon, quelque chose qui arrive peut-être plus souvent, un élève qui est fatigué et qui s'endort. Donc, en fait, voilà, c'est sur ce type en enseignement professionnel, c'est fréquent. Alors, pour plusieurs raisons. Il y a des élèves qui habitent très loin, qui se lèvent très tôt. Il y a des élèves qui sont des geeks qui ont passé la nuit à jouer, d'autres, bon, environnement familial qui fait ça, ou être malade. Donc, en fait, il va falloir investiguer rapidement et pour prendre une décision aussi rapidement. Et c'est là où, en fait, il faut se servir des outils que l'on a à notre disposition. Alors, l'outil numérique ou pas, mais moi, j'ai envie de dire, ce genre de problème, on a la vie scolaire et on n'a pas, souvent, l'enseignant va dire, bon, je vais régler ça tout seul dans ma classe. On investigue et voir si on a la possibilité de le faire. Mais si vraiment on estime que cette tâche-là va nous prendre trop de temps, va nous perturber, il ne faut pas hésiter à délester, en fait. Dire, bon, j'appelle la vie scolaire, ou il va à la vie scolaire ou voir l'infirmière avec un camarade, ou autre. Mais c'est surtout, moi ce que je conseille, c'est de ne pas laisser courir, parce qu'en fait, derrière, ça va avoir des effets néfastes, dans le sens où déjà soi-même, on va se dire, mince, là, celui-là, du coup, il a dormi pendant 1 heure, je ne sais même pas pourquoi, est-ce qu'il était vraiment malade, est-ce qu'il était fatigué psychologiquement, ça peut nous perturber. Après, on peut ressasser ça. Donc, pour l'élève, c'est pas bon non plus. Pour la classe, ça donne pas aussi non plus une bonne image, parce que les autres, ils disent, bon, ben, s'il dort, tiens, ben, je vais faire pareil. Enfin, donc, je suis peut-être parti sur quelque chose un peu particulier, mais c'était pour dire que dans les tâches, il y a les tâches administratives, il y a les tâches pédagogiques, et puis il y a celles qui sont plus difficiles à prévoir. Et donc, finalement, on a énormément de tâches journalières à traiter. Et si ces tâches sont préparées, anticipées, notre réaction va être plus rapide et on va aller beaucoup plus vite. Une tâche qui peut être très vite chronophage, on doit faire tous les jours. Est-ce que vous avez une idée comme ça, quelque chose qui vous vient de suite ? Non. Quelque chose que l'on fait systématiquement, même sans s'en rendre compte parfois. Les mails, ouais, ou les évaluations. Finalement, l'évaluation, que ce soit, on ne fait pas tous les jours des évaluations somatiques, mais on est constamment en train d'évaluer nos élèves, de voir par rapport aux notions que l'on fait passer, derrière, qu'est-ce qu'ils en retiennent, est-ce que c'est efficace. Et cette évaluation-là, en fait, que l'on fait quotidiennement, eh ben, on va perdre beaucoup de temps si on veut avoir une traçabilité, c'est-à-dire noter, le faire sur papier, alors que si on l'a fait en utilisant des outils numériques, que ce soit par QCM, alors on peut faire aussi des QCM sous Pronote, mais je trouve que c'est assez limité. Et il suffit de voir que, par exemple, moi je vois sur le lycée, on est 150 profs, il doit y en avoir 3 qui font des QCM sous Pronote. Parce qu'après, quand c'est bien en place, pour certaines évaluations, c'est pas mal. Mais le feedback est assez compliqué, c'est assez limité. Par contre, on a des outils le QCM, le formulaire. Je sais pas si, alors, je sais que normalement, il ne faut pas trop en parler de Google ou autre, mais c'est quand même les formulaires Google. Je pense que tout le monde a utilisé le formulaire Google, ne serait-ce que pour préparer un anniversaire et de dire, tiens, qui viendra, qu'est-ce qu'il apportera, poser 3 questions, on envoie aux amis. C'est quelque chose que l'on peut faire aisément en classe et tout de suite, on va avoir un compte-rendu. Je prends cet exemple-là parce que ça va nous générer un petit tableau Excel avec toutes nos réponses. Et là, c'est quelque chose qu'on peut faire très, très simplement et à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous pouvez préparer sur une tablette un formulaire quelconque, et vos élèves, je vais prendre par exemple dans le premier degré, sur la notion du lavage des mains, par exemple. Alors je sais qu'il y a plein de choses, plein d'astuces, mais l'auto-évaluation sur le lavage des mains, ils reviennent de se laver les mains, est-ce qu'on peut faire une auto-évaluation de l'élève, une petite tablette, voilà, est-ce que tu t'es bien lavé les mains, est-ce que ça a été compliqué pour toi, enfin, 2-3 points comme ça, un rouge, un vert, et de cliquer dessus.
il y a ton nom ou ta petite affiche qui apparaît, tu cliques sur ton affiche et tu cliques sur ta réponse, et de suite on a un feedback. Et on voit ceux qui, des fois, on n'a pas l'impression, peuvent se retrouver en difficulté, alors que pour nous, non, il a su faire, parce que par mimétisme, par rapport aux autres, il l'a réussi à faire, mais que finalement, pour lui, c'était quand même compliqué. Donc c'est pour ça que l'auto-évaluation, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est très intéressant, et à tous les niveaux, et qui, si on le fait avec l'outil numérique, en fait, ne va pas nous faire perdre du temps, même au contraire, va nous en faire gagner. C'est mon point de vue. Donc, identifier les tâches quotidiennes et identifier le temps que l'on veut leur accorder. Ça aussi, c'est important. On parlait du mail. Voilà, est-ce qu'on est capable, comme ça, de quantifier combien de temps on passe par jour sur nos mails ? Et là, on se rend compte que c'est très compliqué. Personnellement, je suis incapable de vous dire à 5 minutes près, je ne parle même pas à la minute près, mais à 5 minutes près, de dire combien de temps je passe par jour, parce que c'est très aléatoire et parce que c'est une tâche qui n'est pas identifiée. Je fais mes mails de telle heure à telle heure. Ça intervient à plusieurs moments. Mais si on l'anticipe en se disant j'estime que je passe par exemple 20 minutes par jour sur mes mails, je vais me faire un créneau ou deux créneaux de 10 minutes, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Et je vais essayer de m'y tenir et voir si ça rentre dedans. Et c'est là qu'on va optimiser notre temps, on va gagner du temps. Parce que peut-être que finalement, en voulant se restreindre à seulement 10 minutes le matin en début de journée, 10 minutes en fin de journée, on va du coup développer des capacités où on sera plus performant, parce qu'on sait qu'on n'a que 10 minutes. J'ai reçu 30 mails, j'ai 10 minutes, il va falloir que je sois efficace. Je ne vais pas pouvoir partir, dire tiens là j'ai reçu un mail sur telle information, il y a un lien, je vais aller cliquer voir ce lien et me perdre. Je vais dire ce mail là, éventuellement je vais le regarder plus tard. Donc on va tout de suite filtrer. Et puis ça va nous permettre aussi d'organiser nos mails avec on a la messagerie. Moi, je conseille aussi de créer plein de dossiers. Et un dossier qui est fabuleux, c'est le bac à sable. Pour moi, dans ma boîte de réception, j'ai un bac à sable. C'est-à-dire tous les mails que je ne veux pas supprimer, que je ne considère pas importants, mais que je veux quand même garder, je les mets dans mon bac à sable. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus dans ma boîte de réception, ils ne sont plus à polluer mon regard. Et là, dans ma boîte de réception, j'ai juste que les mails en cours, que j'ai vu qu'ils sont en cours, et les mails qui vont arriver. Et après, dès que j'ai traité un mail, je vais en fait avoir une action, soit de le classer dans un dossier, soit je le mets dans le bac à sable. Et le bac à sable, en fait, c'est... maintenant, j'ai développé ce réflexe-là, c'est une fois par semaine. Alors pour moi, c'est le mardi, parce que j'ai envie de dire, le mardi, c'est mon jour off devant élèves, mais j'appelle ça mon jour de télétravail en fait. C'est-à-dire que je bosse mais à la maison, je ne suis pas devant élèves. Et justement, toutes ces tâches-là, je les fais à ce moment-là. Je reviens dessus. Donc ça, c'est sur la messagerie, créer des dossiers, échanger aussi créer des dossiers avec les collègues, des dossiers partagés. Je sais que par exemple, sur certains documents, moi, ce qui me gonfle, et qui en plus, à l'époque, ça a surchargé les boîtes mail, c'est quand on envoie un mail à quelqu'un avec une pièce jointe, un tableau Excel, et que chacun doit y mettre une petite modif dans son tableau Excel, se positionner, voilà, et puis il le renvoie à tout le monde, et puis un autre le modifie, etc. Et puis après, quand on reçoit, là, on a 10 mails avec ce fichier Excel, on ne sait plus dans lequel on doit mettre la réponse, lequel est à jour ou autre. Donc c'est stressant, c'est chronophage, alors que tout simplement, on va mettre le document Excel sur le NT document partagé, on fait le lien, et là, en live, même 2 personnes en même temps peuvent mettre à jour le document, et il n'y a qu'un seul document, et qui est toujours à jour. Donc c'est vraiment l'organisation. Alors, je vais peut-être aller un peu vite, voilà. Et donc, définir les tâches et les planifier. Voilà, je suis dans la planification. Donc, la préparation. Donc, la préparation, comme je vous disais tout à l'heure, quand on veut préparer un cours, il y a des études qui ont été faites. Alors, c'est surtout pour les néo-titulaires. Quand on part d'un cours, on va partir pour un cours d'1 heure de maths.
en fait, et en partant d'une feuille blanche, en fait, en général, ça prend 4 heures. Part sur un outil titulaire. Alors après, quand on a l'expérience, on va un petit peu plus vite, mais on pourrait rapporter éventuellement à certains disent 1 heure, 1 heure, 1 heure de préparation pour 1 heure de cours. Après, j'ai envie de dire, c'est une moyenne. Moi, même, je ferais plutôt une moyenne. Alors après, suivant si on doit inclure des activités ou autre, ça prend beaucoup plus de temps. Moi, je serais plutôt sur 2 heures, 1 heure, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et si on part du postulat que pour 1 heure de cours, c'est 2 heures de préparation, eh ben, on se rend compte que si on a 5 heures de cours par jour, si on reste là-dessus, on va avoir des journées, on va terminer à 11 heures du soir. On n'aura plus de soirée, voire plus de week-end. Et c'est aussi le problème de notre métier, c'est-à-dire qu'en fait, on peut bosser quand on veut. Si on a envie de bosser tout le week-end ou toute la nuit, on peut. Il n'y a rien qui nous en empêche. Mais forcément, ça va se répercuter sur notre santé et sur notre capacité à tenir la classe le lendemain. Donc, c'est à nous de nous mettre des barrières. Donc, c'est pour ça qu'on va planifier les tâches, essayer de les caler au moment opportun. Quand je parle de bon moment, je disais tout à l'heure l'exemple pour les mails pour répondre aux parents en fin de journée ou en début de journée. Sur la préparation de cours, alors il y a certains qui vont préférer le faire la veille, d'autres vont l'anticiper et faire... je sais que beaucoup d'entre nous on va dire bon, sur les vacances, on va sacrifier une semaine de vacances pour préparer notre progression sur les 5 semaines qui vont arriver derrière et que tout soit calé. Mais cette anticipation-là, après, si on a trop anticipé aussi, et anticiper de façon à ne pas pouvoir revenir dessus, quand on va vouloir revenir dessus, on va devoir repasser du temps pour se remémorer, alors là, qu'est-ce que j'avais prévu de faire, comment j'ai prévu de le faire, etc. Et donc là, c'est à nouveau du temps que l'on va passer sur la préparation. Mais c'est indispensable. Donc après, chacun s'organise comme il veut. Mais j'ai envie de dire, comme pour les élèves, en fait, c'est bien on dit aux élèves, revois ton cours la veille au soir. Je pense que pour nous, c'est bien aussi de prévoir un temps, la veille, demain, qu'est-ce que je vais faire ? Revoir, donc j'ai prévu ça, ça, ça. Et ça, je pense que si on l'anticipe, ça peut être fait en un quart d'heure, 20 minutes maximum. Rapidement. On sait, si les documents, juste regarder, alors ce document il est bien là et s'il est bien à jour, ok, c'est bon. En 20 minutes, on peut revoir et on est beaucoup plus serein de dire voilà, demain je sais ce que je vais faire à telle heure, à telle classe, ou je vais commencer par ça. Indirectement, on le fait, on le sait déjà. Mais vu qu'on n'a pas identifié un temps pour ça, c'est dans notre tête un petit peu toute la journée. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Si je définis pas un temps où je vais faire ça, une fois que j'ai fait ça, je suis libéré. On compare souvent avec le privé. On dit, ils ont de la chance, ils se font leurs heures au bureau et ils quittent le bureau terminé, la tête est vide. Et nous, elle est tout le temps pleine. Mais on peut se vider la tête comme ça. Moi, j'ai des collègues, ils viennent 1 heure le matin avant et ils le font le matin. Parce que ça leur correspond bien. Mais d'autres, ils peuvent pas, ils sont obligés de l'anticiper la veille au soir, ou même la semaine d'avant, parce que sinon ils vont avoir dans la tête, ah là là, mais demain, alors qu'est-ce que j'ai prévu de faire ? Et c'est cette charge mentale-là qu'il faut aussi se libérer. Donc ça permet de se libérer de ça. Donc voilà, c'est ce que je disais. La bonne tâche, prévoir la bonne tâche au bon moment. En discutant avec certaines personnes, moi je vois par exemple quand je fais du sport, je reviens du sport, le sport, l'avantage c'est que ça permet de vider la tête, et je reviens du sport, me remettre à travailler, que ce soit juste derrière le sport. En fait, alors d'un côté, je suis très vigilant, enfin très, comment dire,
le sport a été bénéfique pour moi, donc je suis en forme, je suis très éveillé. Mais mon esprit est tellement libéré qu'en fait, me remettre une charge mentale, en fait, au final, ça m'épuise. Donc, j'ai beaucoup plus que le sport en lui-même. Par contre, le faire dans la foulée de moi, par exemple, c'est le soir, quand je termine mes cours, je reste et je vais traiter donc, sur la journée et pour le lendemain. Et là, quand je pars, donc souvent c'est, on va dire, allez, une petite heure, alors, des fois ça peut être plus, mais en moyenne, on va dire 1 heure. Et en fait, quand je pars, je suis libéré parce que je sais ce que je vais faire le lendemain, comment je vais l'aborder, j'ai tout préparé, tout est là, donc je suis serein, et puis je vais pouvoir vaquer à d'autres activités. Et une activité qui n'est pas sur la planification du lendemain, mais qui est importante, c'est la veille technologique. C'est-à-dire, par contre, là, je vais pouvoir rentrer chez moi et pratiquer de la veille technologique. Alors, vous allez me dire, bon, en informatique, c'est plus facile que dans d'autres disciplines. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une étude qui a été faite par la société Calliope, en fait, qui étudie aussi les charges mentales, c'est qu'aujourd'hui, 75% en fait, des enseignants qui disent faire de la veille technologique, en fait, ressentent une augmentation de leur efficacité et de leur rendement. Alors après, la veille technologique, il faut la faire, mais il ne faut pas la faire n'importe comment. Hein, comme je disais tout à l'heure, si vous dites, tiens, ce soir je vais faire un peu de veille technologique, là, après manger, là, ça va m'aider à digérer, je vais aller voir un petit peu sur les IA, et là, on peut partir toute la nuit, et on se rend compte que, voilà, le partenaire est au lit, est couché, et que nous, on est encore là, parce qu'on est captivé par ce qu'on a trouvé, on a rebondi de site en site, et il est tard, et il faut vite arrêter de se coucher, ou alors parce qu'on tombe de sommeil devant l'écran. Enfin, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. Et aujourd'hui, je fais une chose très simple et que je ne sais pas si vous le faites, mais quand j'arrive sur mon ordinateur, maintenant, systématiquement, je tape horloge. Et l'horloge qui est avec l'ordinateur, en fait, alors, préparez-vous à être concentré ou autre, on peut le faire aussi avec les élèves. Ça les aide. Alors, on peut avoir un minuteur, et puis on peut aussi alors, les to-do list, c'est sympa aussi, mais là, il faut faire un peu de veille dessus pour voir, parce que pour le configurer. Mais moi, je pars sur l'outil tout simple. Je vais juste rajouter une alarme. Et je vais mettre une alarme. Je dis, là, il est 9h51. Ben, je veux faire cette tâche pendant 10 minutes. Ou 15 minutes, je veux faire de la veille pendant 15 minutes. Bon, le message, on n'est pas obligé de... Et je me le mets, et au bout de 15 minutes, tac, je vais avoir ma petite alarme qui va me dire, ça y est, là, tu as passé tes 15 minutes. Alors, pourquoi je pars sur 15 minutes? Là aussi, c'est une petite astuce qui me vient du monde professionnel. J'ai pris ça sur des gens qui sont un peu décriés, mais qui sont des businessmen. Si on prend Elon Musk ou autre, eux, ils ont scindé leur emploi du temps par quart d'heure. Donc, pour eux, c'est des quarts d'heure. Donc, ils passent, c'est un quart d'heure, 2 quarts d'heure, 3 quarts d'heure, etc. Mais en fait, c'est par tranche de 15 minutes. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en 15 minutes, finalement, on a le temps de faire beaucoup de choses. Si on se dit, j'ai que 15 minutes pour le faire, on se rend compte qu'on est capable de faire plein de choses en 15 minutes. Si on se dit, j'ai 1 heure, ben on va prendre le temps, et on peut éventuellement ne pas faire plus, mais en 1 heure. Et 15 minutes, on se dit, bon, ok, j'ai 15 minutes. Donc, on est déjà dans l'optimisation. Je vais être efficace, j'ai 15 minutes. 15 minutes, ça passe vite. Et puis, si 15 minutes, c'était pas assez, ça nous empêche de dire, bon, je remets 15 minutes. Et là, en fait, on double son temps, et on va plus loin. Et en fait, finalement, par rapport à si on avait mis 1 heure, on n'aura passé qu'une demi-heure. Et là, on est vraiment, pour moi, dans l'optimisation de son temps. Sur des petits gestes, des petits réflexes comme ça, qui sont simples à mettre en place et utiliser. Alors, moi, je vous dis, ça marche bien avec moi. Je ne dis pas que ça marche avec tout le monde. Moi, je vous donne, voilà, ces petites astuces-là.
Et des personnes à qui j'en ai parlé, qui sont mis à pratiquer ça dans mon entourage, aujourd'hui, quand j'en parle avec eux, ils me disent « Ah mais je le fais tout le temps et maintenant je le fais avec mon téléphone ». C'est-à-dire qu'on le fait pour gagner du temps dans ses tâches professionnelles au départ, ou pour pas s'éparpiller. Et aujourd'hui, c'est même fait aussi dans des tâches qui sont moins professionnelles, c'est-à-dire de distraction. Quand on est sur le téléphone, avant de partir sur Facebook ou autre, ou d'aller scroller, paf, en 2 secondes, alors en plus, si on est sur iPhone, on lui parle et on dit tiens, mets-moi un timer de 10 minutes. Et on a l'esprit libre, c'est-à-dire que, allez, on se détend, 10 minutes. Souvent, c'est ça, on dit, je prends mon téléphone pour me détendre. Mais si on ne se met pas un timing, on est là, et puis tout d'un coup, oh punaise, ça fait une demi-heure, 1 heure, j'ai pas vu le temps passer. Là, et les personnes me disent, voilà, maintenant je fais ça sur mon smartphone, et il dit, mais je vais toujours autant sur les réseaux sociaux, je vois toujours autant de temps, mais j'y passe 4 fois moins de temps. Et donc, c'est là, on est là dans l'optimisation, juste par ces petites habitudes en fait. Moi je pense que c'est surtout prendre des bonnes habitudes, donc structurer et prendre des bonnes habitudes. Et donc la veille elle est très importante et de la planifier. Moi j'ai carrément au début quand j'étais parti j'étais dit je me fais 2 heures par semaine. Je vais en faire 1 heure le mardi et puis je vais caler une autre heure à un autre moment libre. Mais j'ai prévu 2 heures par semaine. Très vite, je me suis rendu compte que c'était pas assez. Parce que, après, en informatique, ça évolue aussi très vite. Mais c'est surtout qu'on se rend compte que pourquoi je me suis rendu compte que c'était pas assez? Parce qu'en fait, la veille technologique m'apporte beaucoup de choses et me fait gagner du temps derrière. Donc je me suis dit, vu que ça me fait gagner du temps, je vais passer plus de temps à faire de la veille et moins sur d'autres tâches. Là, quand ça a été par exemple par rapport à l'IA, quand sur des cours que j'avais qui étaient construits en PDF et sur les synthèses. Et après, en fait, on adapte toujours par rapport à la classe, au niveau que l'on a. Malheureusement, on a un peu tendance à niveler vers le bas, à alléger un peu les supports. Et puis, j'ai dit, j'ai envie de faire des synthèses, mais qui soient plus d'actualité. Et donc là, je me suis dit, je voudrais faire ça avec l'IA. Et donc, j'ai fait de la veille technologique, je suis allé voir comment je peux faire, etc. Donc aujourd'hui, on met un bon prompt, je mets mes documents de cours, je dis, voilà, propose-moi une synthèse en allant chercher par rapport à l'actualité aujourd'hui sur tel thème, propose des exemples, etc. Et là, quand j'ai vu le résultat, j'ai dit, mais c'est fabuleux. Parce que j'ai mis, je mets 10 minutes, même pas 5 minutes à faire mon prompt. En 30 secondes, j'ai ma réponse. Alors, jamais je prends le document tel qu'il est pour le retranscrire tout de suite. Et là, je repasse 5 minutes, 10 minutes à le remettre en forme et dire non, ça, finalement, il m'a proposé un truc, ça ne m'intéresse pas, etc. Ça, par contre, j'aurais jamais pensé, effectivement, faire le lien avec telle actualité ou autre. Là aussi, c'est pas mal pour le réveil cérébral avec les élèves. Et donc, je me dis, là, finalement, ma synthèse, j'ai mis combien de temps pour la faire? J'ai mis 20 minutes. Donc, par rapport au temps que j'avais prévu de me dire, là, 30 minutes ou 1 heure, je viens de gagner du temps. Et je me dis, et tout ce temps-là, en fait, je l'ai reporté sur la veille. Et je suis aujourd'hui à fonctionner un petit peu comme ça. Ce qui fait que, en soi, et là, je sors le bâton pour me taper dessus, c'est que finalement, je passe quand même toujours autant de temps, mais j'ai une satisfaction et qui est plus grande, et surtout, je suis au goût du jour, c'est-à-dire que je n'ai pas le sentiment de dire ah mince, là je ressors un vieux cours plein de poussière ou de choses que je fais depuis longtemps, et ça m'évite de me retrouver comme ça m'est arrivé, parce que moi j'enseigne de la seconde au BTS, donc chaque année j'ai pas tous les niveaux, par exemple les secondes, là ça fait 2 ans que j'ai pas les secondes, si je devais avoir les secondes l'année prochaine, il faudrait que je ressorte mes cours donc ça ferait 3 ans. 3 ans en arrière, pour moi, ils ont pris un peu la poussière déjà. Je ne peux pas les ressortir comme ça à mes élèves.
Et donc, je vais devoir reprendre du temps dessus. Et c'est là où le numérique va me faire gagner du temps. C'est-à-dire que j'ai des cours qui sont déjà faits, je vais pouvoir les réactualiser et rapidement. Et je vais surtout pas faire l'erreur que j'ai commise, et je pense qu'on commet tous, c'est de dire, bon, les trucs qui sont trop vieux, allez, je repars de zéro. Parce que repartir de zéro, voilà, quand on quantifie, ça prend beaucoup de temps. Alors avec l'IA, on gagne du temps. Même si on repart pas vraiment de zéro. Une chose aussi, j'en ai pas parlé ici, c'est sur la construction des documents, des trames en fait. D'avoir un modèle. C'est-à-dire que là aussi, pour nous, c'est bien parce qu'on a les mêmes en tête tout le temps, donc avec les mêmes informations, ça nous permet de suivre dans notre progression. Et puis aussi pour les apprenants, c'est structuré. Ils savent qu'ils vont avoir l'en-tête, ils ont telle information à tel endroit, qu'après, il y a structuré en fait le cours avec toujours les mêmes parties au même endroit. Et en fait, on a un modèle, et après, on a juste à venir mettre dedans. Et là aussi, on gagne du temps. Donc, j'ai des documents comme ça, souvent par niveau, il y a aussi une chose qui semble anodine comme ça, on se dit ouais, on le fait finalement un peu, mais pas suffisamment, c'est le nommage de nos documents. Et souvent, on va mettre un nom qui peut, on va dire, bon, on peut mettre des noms super longs, qui va être très explicite, mais on peut avoir X versions. Donc après, moi, j'ai mis en place un petit peu un code, hein, bon, document élève, donc par exemple, après, chacun fait comme il veut, hein. DE document élève, DR document ressources, DP document prof, voilà, avec juste des lettres comme ça, et derrière, en fait, il y a le même titre, mais c'est pour la même séance, mais j'ai plusieurs documents. Et que mes documents soient nommés comme ça aide aussi à les retrouver plus facilement et à les organiser aussi plus aisément. À un moment donné, ce que je faisais, c'est que j'avais mon évaluation, et puis après j'avais le même nom, et derrière je mettais correction. Mais je me rendais compte que après j'avais je changeais mon cours, mon évaluation aussi, et après j'avais 10 versions du document. Donc faire du versionning, ça aussi c'est important à chaque fois. Alors mettre V1, V2, V3, c'est bien, mais je trouve plus pertinent de mettre carrément la date, même si on a la date sur le document. On peut se dire, non, si je fais rechercher par date, j'ai la date du document. Mais ça, on le fait jamais, ou très rarement, soit vraiment quand on a un document perdu. Et puis surtout, la date du document, c'est la date de dernière modification, n'est pas forcément la date à l'origine du document. Voilà. Bon, je projette un peu en retard avec ce que je disais. Voilà, la séance organisée. Moi, je trouve que les évaluations formatives par QCM, alors ça peut être, je dis QCM, mais on a des outils, moi j'avais testé, il y a les WooClap, il y a les Kahoot, enfin il y a plein d'outils, il y en a même avec, ce qui est pas mal aussi, c'est avec les cartes, avec des QR codes. Et là, en fait, les élèves, parce que là, tout ce que je vous dis, vous dire, ouais, mais il faut être équipé, il faut que les élèves aient un ordinateur. Je m'attendais à la question, mais bon, personne me le dit ou ose me le dire. Mais après, il y a des solutions où, quand je suis dans une salle banalisée, ils n'ont pas d'ordinateur, je leur distribue mes petites cartes QR code. Vous voyez ce que c'est? Je pense que vous avez tous fait. Et j'ai mon QCM rapidement et je projette, et ils voient en plus de suite le taux de bonne réponse ou autre. Et après, on l'aborde comme on veut. Soit on fait les 5 questions et puis après on revient dessus parce que toutes celles-là, il n'y en a qu'une où ils sont trompés, ou on fait question par question, après c'est à l'enseignant. On a toujours, ce que je veux dire, c'est que ça reste un outil, c'est pas quelque chose qui remplace notre pédagogie. Moi, je fais ça, je fais jamais que ça remplace totalement ce que je fais, c'est-à-dire dire maintenant ça vous le faites avec le numérique et moi j'interviens plus. Mais l'avantage du numérique, c'est ils vont pouvoir faire à leur rythme. Moi, j'ai des élèves avec des handicaps. Alors au lycée, ils sont plus accompagnés, donc c'est délicat. Mais j'ai un élève qui a un problème, par exemple, auditif. Bon, lui, il est souvent avec le casque,
dans l'ordinateur. Et puis j'ai mis des applications qui lui permettent, qui vont lui verbaliser les consignes, parce qu'il a aussi un petit problème visuel. Et en fait, il s'avère que cet élève qui était en difficulté de par ses handicaps dans ses apprentissages, eh ben aujourd'hui, il se rend compte que par rapport au niveau de la classe, il est là, il a un bon niveau, il est même fait partie de la tête de classe, et du coup, ça lui permet aussi de gagner confiance en lui. Voilà. Je suis désolé, j'ai un peu l'impression des fois de me perdre, de mélanger, c'est pas trop structuré, mais bon, j'essaie de vous partager un maximum de choses. J'avais fait ce petit diaporama, alors pareil, j'ai pas voulu y passer des heures, donc j'ai expliqué, je l'ai fait avec l'IA. C'est pas moi qui ai choisi les couleurs et tout ça. J'ai juste en fait dit voilà ce que mon plan, voilà ce que je veux présenter, propose-moi les diapos. C'est pour ça que je ne suis pas trop. Voilà, exemple de séance organisée. Non, mais je reviens en arrière. Non. Et l'impact de la méthode, honnêtement, moi, je vous invite à essayer votre propre méthode, mais voilà, de planifier. Après, je ne dis pas toutes les tâches, hein, mais d'essayer d'en planifier certaines. Et surtout, le fait de vouloir les planifier, voyez, l'intérêt, il est là, c'est de définir une durée à cette tâche et d'essayer de la faire la plus réduite possible. C'est ça qui va nous permettre de gagner du temps. Ne faites pas l'erreur de dire, bon, je dois consulter mes mails tous les jours, ok, je vais mettre une tâche, 1 heure par jour de mail. Là, je pense que voilà, vous n'allez pas gagner du temps en définissant comme ça. Essayez de le faire plus restreint, ou alors partez sur 1 heure en mettant l'horloge, et puis hop, de dire là j'ai terminé, finalement ça fait que 30 minutes. Voilà. D'être conscient de l'optimisation que l'on peut faire sur les différentes tâches. Parce qu'avant tout, voilà, si on veut gagner du temps, comme je disais, même si c'est pas le temps que je gagne, je l'utilise aussi pour la veille technologique, c'est aussi de gagner du temps pour soi, pour pouvoir faire des choses. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de dire bon, je vais plus au sport parce que j'ai pas le temps d'aller au sport, j'ai pas le temps d'aller danser, parce que là, il faut que je fasse mes cours. Donc, et de considérer que cette partie-là de notre métier, même si elle n'est pas notée comme dans l'emploi du temps, je pense que c'est important aussi de la planifier. Il y a certains pays où les enseignants, en fait, ne travaillent jamais chez eux. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, c'est dans le pays du Nord, en fait, quand ils voulaient faire passer les enseignants à 35 heures en France. Ils se sont dit, on va mettre les enseignants 35 heures au lycée ou au collège, et comme ça sera mieux. Ils ont très vite abandonné l'idée pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils se sont dit, on n'a pas les infrastructures, parce que si les enseignants sont tout le temps là, donc on n'a pas les infrastructures. Et puis qu'en fait, ils se sont dit, mais 35 heures, finalement, ils vont moins bosser, parce que je pense que voilà, on est tous d'accord, les 35 heures, on les dépasse largement. Donc, et dans les pays du Nord, ils se sont dit, non, on va organiser les choses différemment. Et par exemple, les après-midi, donc eux, ils ont libéré du temps, c'est-à-dire que les après-midi, c'est des activités libres pour les élèves, donc tout ce qui est culturel, sportif, donc ils font beaucoup plus de sport. Et les élèves sont beaucoup plus en autonomie, et les enseignants, eux, ils sont libérés, ils ne sont pas devant les élèves, ils ont toutes leurs après-midi pour préparer leurs cours du matin. Et donc vous allez me dire, mais ils ont moins d'heures de cours, c'est vrai, mais elles sont beaucoup plus efficaces. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple d'1 heure de cours au lycée, déjà on dit 1 heure, c'est pas 1 heure, c'est 55 minutes. 55 minutes, si on prend le temps pour que les élèves s'installent et faire l'appel, on a déjà perdu 5 bonnes minutes. Donc on est plus qu'à 50. Après, si on veut donc donner les consignes,
5-10 minutes. Et finalement, l'élève, puisqu'en plus il faudra qu'il soit prêt quand ça va sonner, donc il faudra qu'il arrête 5 minutes avant pour ranger. Donc il reste plus que 35 minutes. Et donc en fait, l'élève va être en activité pendant une demi-heure. Parce que tant que les temps un peu de changement, et une demi-heure, c'est au maximum. Hein. Si après le temps qu'il arrive, qu'il sorte son crayon, etc. Donc en fait, on dit des cours d'une heure, mais en fait, l'élève, il va être concentré qu'une demi-heure. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, ils ont du mal à se concentrer, parce qu'une demi-heure, c'est maxi. Et nous, en une demi-heure, on va faire différentes activités, donc on va le scinder. Il va y avoir un peu de cours, un peu d'exercice, il ne va pas faire forcément pendant une demi-heure la même chose, c'est ça que je veux dire. Et donc, pour être le plus efficace possible, c'est vraiment d'optimiser ce temps-là en faisant que si dans cette demi-heure-là, on arrive à faire l'évaluation diagnostique en QCM et que on peut la faire pendant qu'on fait l'appel. Moi, je sais qu'il y a des collègues, ils m'ont dit, mais maintenant, je le fais pendant que j'ai fait l'appel. Ils arrivent, les élèves, ils savent, pop, direct, je leur mets pronote, cliquez sur le lien, et en même temps, je fais l'appel, je regarde un peu mes mails, évaluation diagnostique, elle est faite. Et de suite, il part sur l'analyse de tout ça. Donc, on gagne du temps. Si on veut l'évaluation de fin de séance, c'est pareil. Au moment de dire, avant de ranger, hop, on fait l'évaluation, les élèves font l'évaluation. Il n'y a pas à sortir un crayon, la feuille, distribuer, on recherche le temps calme ou autre. C'est fait dans la foulée.